Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes vendredi 21 avril 2025. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Des irrégularités dans la mise en place des membres des bureaux de vote sont soulevées au niveau de la commission communale électorale indépendante de Guichoubi. Seuls les militants du parti au pouvoir sont contactés par téléphone au lieu d'un évident recrutement. Retard dans la mise en œuvre du système budgétaire du budget programme, ce qui ouvre la voie à des pratiques douteuses susceptibles de fragiliser l'économie nationale. C'est du moins les préoccupations de certains parlementaires. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par la page politique. Certains habitants de la commune de Guichouba en province de Gitega dénoncent des irrégularités observées dans la mise en place des membres du bureau de vote par la commission communale électorale indépendante, ceci en sigle. Ces citoyens expliquent qu'au lieu de lancer un appel d'offres de candidats, seuls les militants du parti au pouvoir sont contactés par téléphone pour apporter leur dossier. Cela est un signe de fraude électorale selon ceux qui se sont confiés à la RPA. Emmanuel Niungeko nous parle de ces anomalies signalées au sein de la CECI de Guichoubi. Les habitants de la commune de Guichoubi, en province de Gitega, font savoir qu'ils étaient habitués à ce que la commission communale électorale indépendante lance un appel d'offres pour que les candidats au poste des membres du bureau de vote déposent leur dossier. Mais actuellement, ces citoyens expliquent qu'au lieu de lancer un appel d'offres des candidats, seuls des militants du parti au pouvoir sont contactés par téléphone pour apporter leur dossier. Un des habitants de Guichoubi témoigne. Nous, ressortissants de la commune Guichoubi, avons des inquiétudes sur ce qui se passe au sein de la CC Guichoubi, car on arrive au stade où on ne peut pas déposer les documents nécessaires si on n'est pas envoyé par le responsable du parti ou une autre autorité. C'est le chef du parti qui t'appelle par téléphone afin d'apporter ceci ou cela. C'est pour dire que si tu ne figures pas dans le système du parti, tu ne peux pas faire partie des membres des bureaux de vote. Une telle situation est donc une preuve tangible de fraude électorale selon ceux qui se sont confiés à la RPA. C'est pour cette raison que nous voudrions demander si ce sont des élections organisées par une famille ou une seule personne. En principe, les membres des bureaux de vote étaient choisis par la CECI en fonction des capacités de chacun, même si nous ne pouvons pas avoir de réponse. Si ce qui se fait, c'est un déshonneur pour eux et nous sommes contre. Cela est une démonstration de fraude. Les zones de Butezi, Buraza et Mahonda sont des exemples donnés par la population où sont signalées ces irrégularités. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la CECI de Guichoubi pour recueillir leurs réactions. Merci Emmanuel Niungeko. En droit de l'homme, les enlèvements et les disparitions forcées de même que les tueries font partie des pratiques souvent opérées par le parti CNDD-FDD depuis son accession à la tête du pays. C'est du moins l'interprétation de Frédéric Wamvugiyumvira, président de la coalition CEFOR Arusha. Selon ce politique, même si le CNDD-FDD ne cesse de chanter la démocratie, ce n'est que la dictature qui domine son mode de gouvernance, au point que ceux qui ne sont pas membres de ce parti ne sont pas considérés comme des Burundais, surtout durant les périodes préélectorales. Suivez Frédéric Wamvugiyumvira, président de la CEFOR Arusha. La question d'enlèvement n'est pas nouvelle dans nos pratiques politiques que nous observons depuis que le CNDD-FDD est au pouvoir. En fait, une telle pratique s'inscrit dans une logique du refus de l'application des principes de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le respect des individus, c'est le respect des citoyens, c'est le respect des valeurs, c'est le respect de la distribution des droits, donc y compris le droit à la vie. Mais depuis que le CNDD-FDD est là, souvenez-vous de depuis
depuis 2006, lorsqu'il y a eu des prisonniers de Muyinga qui ont été enlevés de la prison pour être jetés dans la Ruvubu, sur des broches en arbre qu'on a jetés dans la rivière. Donc voilà, et puis ça a continué. Souvenez-vous de ce qui s'est passé par après à Gatumba, souvenez-vous de ce qui s'est passé à Kirembango aussi, et avec les volontaires étrangers, souvenez-vous des trois sœurs qui ont été décapitées, souvenez-vous de Monseigneur Courtinet, souvenez-vous de beaucoup de cas où en fait le Burundi est devenu un grand cimetière parce que quelque part les Burundais sont tués, jetés dans des rivières, jetés dans des buissons, et voilà. Donc il y a une pratique qui a été observée des personnes enlevées. Et qui sont ces personnes enlevées? Ça peut être de l'opposition, ça peut être du pouvoir, pour autant que ces gens s'écartent justement de la conduite du parti CNDD-FDD. Voilà. Donc, ne pas accepter qu'il y ait l'application des principes de la démocratie, ça c'est ce qui caractérise ce pouvoir. Mais également, c'est que quand on approche la période électorale, ça devient très sensible. Pourquoi? Parce que les élections, c'est une période où non pas où ils appliquent la démocratie, mais une période où ils arrachent encore une fois le pouvoir via les urnes. C'est contradictoire que un élément qui offre la liberté, le choix des dirigeants, le choix des programmes soit constitué comme une occasion de voler justement l'avenir, la joie, la liberté des citoyens. Voilà, c'est cela comment nous devrions interpréter le sens des élections. Donc, ce ne sont pas les élections telles que nous les connaissons qui s'appliquent comme principe de la démocratie. C'est une occasion justement d'arracher le pouvoir du peuple pour venir écraser le même peuple qui s'est vu voler l'avenir à travers les élections. Ils identifient des personnes, surtout qui appartiennent à des formations politiques comme le CNR. C'est pour cette raison qu'ils doivent identifier à la veille des élections toutes ces personnes qui peuvent les déranger. Frédéric Vanvugunyumvira invite le peuple burundais à prendre conscience de la situation et refuser de continuer à être traités comme des animaux, d'autant plus que c'est le gouvernement qui a besoin du peuple et non le contraire. Encore une fois, on écoute Frédéric Vanvugunyumvira. Est-ce que cette situation peut changer? Oui, elle peut changer, mais à condition que justement le peuple prenne conscience de ce qu'il est en train de vivre. Je rappelle que le peuple n'a pas besoin des dirigeants, mais plutôt le dirigeant a beaucoup plus besoin du peuple que le peuple n'a pas besoin du dirigeant. Donc je crois que ce message est un message très important. Ils diront, on va vous tuer si vous essayez de nous déranger. Écoutez, on ne meurt pas deux fois. Pourquoi entretenir cette situation? Si vous réagissez, vous dites non, monsieur le pouvoir, nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas continuer à accepter d'être traités ainsi comme des animaux. Eh bien, je crois que à ce moment-là, le pouvoir va comprendre ce genre de message. Ne vous laissez pas distraire. Je l'ai toujours dit. Aucun peuple n'est libéré par quelqu'un d'autre si ce peuple ne veut pas lui-même. Ce peuple peut être libéré par lui-même. Il faut qu'il prenne conscience et se dire, où est-ce qu'on peut être autrement dirigé? Oui, c'est possible, mais à condition que ce peuple le veuille lui-même. Donc voilà le message que je peux vous donner. C'est possible, mais à condition que vous le vouliez. Si vous ne le voulez pas, les choses vont se poursuivre. Vous allez continuer à vous plaindre, mais se plaindre jusque quand? Donc ces enlèvements, ce sont des signaux qui montrent que ce pouvoir n'a pas besoin de vous, qu'il a besoin des outils, qu'il a besoin des hommes et des femmes qui le servent. Donc l'homme dans notre pays est devenu juste quelque chose, un objet qui doit être utilisé et jeté. Cette réaction du président de la CEFO Arusha survient après que les enlèvements et les disparitions forcées ne cessent d'être signalés dans différentes régions du Burundi. Des enlèvements souvent attribués aux agents du service national de renseignement. Et en page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 4 cas de personnes assassinées au niveau de 4 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Parmi ces personnes, 3 étaient des femmes. Emmanuel Ndashimiye revient sur ces assassinats. En province Gitega, une femme du nom de Nadine Bukuru a été retrouvée morte dans la rivière Ruvironza, commune Giheta, dimanche dernier. La victime était introuvable depuis 3 jours après avoir accouché à l'hôpital de Gitega. Nadine Bukuru habitait au quartier Nyabisindu, dans la capitale politique Gitega. Samedi dernier, une vieille femme âgée de 65 ans qui n'a pas été
été identifié, a été décapité à coups de machette sur la colline Bushoka en commune Muhanga de la province Kayanza. Nos sources à Muhanga indiquent que la victime était soupçonnée de pratiquer la sorcellerie. 8 personnes ont été arrêtées pour des réseaux d'enquête. Le même jour de samedi, encore sans vie d'un homme qui n'a pas été identifié, a été découvert si la colline Rusuguti, commune et province Ngozi. Nos sources en Ngozi révèlent que le corps de la victime portait des blessures sur les jambes et au niveau de la tête. Des personnes ont été arrêtées pour des réseaux d'enquête. La dernière personne tuée répertoriée par la RPA est de la province Chibitoke. Il s'agit d'une vieille femme du nom de Venancy Ndikumasabo, âgée de 67 ans. Il a été tué par grenade lancée à son domicile sur la colline Nyemundu en commune Mugina mardi dernier. Nos sources à Mugina disent que les conflits fonciers seraient à l'origine de ce crime, puisque la défunte venait de gagner un procès foncier devant la justice. Des personnes suspectées dans ce crime ont été arrêtées par la police pour des réseaux d'enquête. Parlons à présent médias. Depuis l'arrivée du CNDD-FDD au pouvoir en 2005, la liberté de la presse au Burundi s'est progressivement éteinte sous le poids de la répression. Classements internationaux en chute libre, assassinats, arrestations, exil forcé et médias muselés, le paysage médiatique burundais porte des stigmates d'une répression persistante. Retour sur ces 2 décennies de lutte pour l'information avec Inès Gakiza. En 2005, l'année où le CNDD-FDD est arrivé au pouvoir, le Burundi occupait la 90e place sur 167 pays au monde en matière de liberté de la presse. Un an plus tard, cette liberté avait été déjà compromise. Le classement établi par Reporters sans frontières en 2006 montrait que le Burundi avait perdu 35 places, se retrouvant à la 125e position. La liberté de la presse a été bafouée par le pouvoir CNDD-FDD, tout comme d'autres droits fondamentaux des citoyens. Le Burundi a régressé jusqu'à rejoindre la liste des 20 pays au monde où la liberté de la presse est la plus menacée, notamment durant les années 2017 et 2020. En 20 ans de pouvoir du CNDD-FDD, des journalistes ont été tués, emprisonnés, malmenés, les radios et autres médias ont été suspendus jusqu'à être attaqués et incendiés par le pouvoir CNDD-FDD. Plus d'une centaine de journalistes ont fui le pays en 2015 et vivent encore aujourd'hui en exil. Depuis 2006, le CNDD-FDD a commencé à emprisonner des journalistes en raison de leur profession. Jusqu'à aujourd'hui, en 2025, au moins 12 journalistes ont été incarcérés sous ce régime, dont Sandra Muhoza, détenue depuis 1 an. 2 journalistes ont été assassinés, de nombreux autres ont été malmenés ou traduits en justice, certains ont été brièvement emprisonnés. Pour entraver la liberté d'informer, le régime du CNDD-FDD utilise aussi la législation et les institutions nationales. Le CNC, le Conseil national de la communication, est largement utilisé pour permettre au pouvoir de contrôler la profession, surtout lors des périodes électorales. Depuis 2005, le CNDD-FDD a modifié à 4 reprises la loi régissant la presse et introduisant parfois des obstacles pour les journalistes. Un semblant d'apaisement a été constaté avec la loi sur la presse en vigueur depuis 2024 qui a supprimé la peine de prison pour certaines fautes professionnelles. Cependant, la prudence reste de mise. Ces fautes pourraient être requalifiées pour permettre la poursuite des arrestations arbitraires comme cela se fait pour d'autres personnes détenues sans motif valable. Dans nos éditions de ce mardi, vous suivrez l'évaluation des 20 ans du pouvoir CNDD-FDD faite par Innocent Morosi, journaliste depuis 40 ans. Certains parlementaires sont préoccupés par le fait que le projet du gouvernement visant à élaborer le budget en fonction des activités à mener dans les différents ministères, le budget programme, n'ait toujours pas été concrétisé à ce jour. Ils ont exprimé ces inquiétudes ce 18 avril lors d'une séance parlementaire à laquelle le ministre des Finances était convié. Selon eux, le retard dans la mise en œuvre de ce système budgétaire ouvre la voie à des pratiques douteuses susceptibles de compromettre la bonne gestion des ressources publiques et de fragiliser l'économie nationale. David Claude Mananayo revient sur les préoccupations de ces parlementaires.
Le président de l'Assemblée nationale fait remarquer que les insuffisances souvent observées dans les rapports des différents ministères concernant la manière dont les fonds sont utilisés sont principalement dues au non-respect de la méthode mise en place par l'État, à savoir le budget programme. Gérard Ndabirabe explique que cela montre qu'à ce jour, certains responsables ne veulent toujours pas mettre en œuvre ce programme. Il est évident que l'adoption du budget programme rencontre encore des résistances. Par exemple, le taux d'exécution physique au premier et au deuxième trimestre est affiché à 0%, alors que le taux d'exécution budgétaire est de 100%. Cela révèle des irrégularités dans la gestion des fonds alloués. Selon le député Agathon Rwasa, ne pas mettre en œuvre ce programme revient à encourager les mauvaises pratiques de détournement des fonds publics. Les fonds sont collectés pour les activités bien planifiées, tant sur le fond que dans le calendrier d'exécution, afin de faciliter leur mise en œuvre ainsi que la production des rapports. Le refus de cette réforme par certaines personnes témoigne d'une volonté de maintenir des pratiques de mauvaise gestion des ressources publiques. Gérard Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, affirme qu'un pays ne peut se développer sans utiliser ce programme. Il demande alors au ministère des Finances d'organiser des séminaires de sensibilisation et de formation à propos de ce programme à l'intention des autres ministères. Il met en garde en annonçant que des enquêtes parlementaires seront bientôt lancées pour identifier ceux qui ne mettent pas en œuvre ce programme. Le ministre des Finances, Nestor Naonouye, reconnaît les préoccupations des parlementaires et confirme que jusqu'à présent, certains ministères peinent encore à appliquer ce programme. Au sein de notre ministère, nous constatons également cette situation. Il s'agit certes d'une nouvelle réforme et certains acteurs résistent à son application. Nous allons nous atteler aux recommandations formulées afin que les résultats concrets soient visibles. Cette réforme de l'État du budget programme a été officiellement appliquée à tous les ministères depuis l'année 2022. Ce n'est pas la première fois que de telles préoccupations sont exprimées. En 2024, le Premier ministre avait déjà expliqué que l'une des principales difficultés était le manque de préparation et de formation adéquate des techniciens des ministères à cette nouvelle manière de faire. Merci à toi, David Claude Mbananayo. Après une courte pause, on continue avec la société. Sa sainteté, le pape François a rendu l'âme ce lundi de Pâques, 21 avril, à Rome. La nouvelle a été officiellement annoncée par le Saint-Siège. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires en Argentine, il est mort à 88 ans. Pape François était en convalescence depuis le 23 mars à la suite d'une longue hospitalisation à l'hôpital Gemelli de Rome, où il avait été admis le 14 février cette année pour une bronchite. Il était le 266e pape de l'Église catholique. Son nom de naissance est Jorge Mario Bergoglio. Premier pape ici du continent américain, il avait choisi le nom de pape François à 76 ans. Il était élu pape en date du 13 mars 2013 à la suite de la renonciation surprise du pape Benoît XVI pour des raisons de santé. Il est mort le lendemain de sa dernière apparition sur le balcon de la basilique Saint-Pierre où il a donné sa bénédiction aux fidèles présents pour la fête de Pâques. Que son âme repose en paix. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce lundi, 21 avril 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nozima. Passez de bons mois chez vous. Au revoir.